Plus de la moitié des terres du pays sont des déserts. Il y a un grave problème de pénurie d'eau. Moïse nous a conduits en Israël, un pays sans pétrole, sans eau, et dont la terre n'est pas très bonne. Nous avons dû faire de notre mieux avec ce que nous avions. Il y a des milliers d'années, Moïse dut frapper un rocher pour obtenir de l'eau dans le désert. Aujourd'hui, les Israéliens adoptent une approche un peu différente, grâce à leur créativité et à la technologie. La mer de Galilée. En Israël, la principale source d'eau potable est la mer de Galilée, ainsi que 2 aquifères souterrains. S'il n'y a pas assez de pluie, l'approvisionnement en eau du pays s'en trouve affecté. En 1953, la construction du transporteur national d'eau d'Israël fut mise en chantier. Un système de pipelines, de canaux et de réservoirs pour transporter l'eau depuis la mer de Galilée dans le reste du pays. Nous n'avions pas d'eau? Pas de problème. Nous développions la technologie de l'eau. La capacité d'Israël à utiliser ce que d'aucuns considéraient comme facteur de risque ou de malédiction pour les transformer en bénédiction a été excellente. Depuis l'époque de Balaam, le peuple juif a toujours su transformer la malédiction en bénédiction. Les pipelines furent un bon début, mais cet approvisionnement en eau douce ne suffisait pas pour ce pays en pleine croissance. Les Israéliens se tournèrent alors vers l'ouest, du côté de la Méditerranée. La mer Méditerranée. Pendant des milliers d'années, la mer Méditerranée a été le centre du monde ancien, le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. À présent, elle est l'une des plus grandes ressources naturelles d'Israël. Israël dessalinise tant d'eau pour la rendre propre à la consommation que la majorité de notre eau potable proviendra de la Méditerranée d'ici la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, Israël produit 450 millions de mètres cubes d'eau potable par jour. Grâce à un procédé appelé l'osmose inverse, l'eau de l'océan peut se retrouver dans les robinets en moins de 90 minutes. Cette technologie israélienne est à présent utilisée dans plus de 40 pays du monde entier. Et grâce à la Méditerranée, Israël pourrait bien posséder une chose qui semblait jusqu'alors impensable, un excédent d'eau. Dans ce pays, nous n'avons pas beaucoup d'eau. Sauf que vers la fin de cette décennie, Israël va devenir un pays exportateur d'eau. Dans le journal télévisé aujourd'hui, un des sujets annonçait justement qu'Israël a commencé à exporter de l'eau en Jordanie, afin d'abreuver tous les réfugiés syriens qui s'y trouvent. Tandis qu'Israël produit de l'eau potable à partir d'eau de mer, beaucoup d'agriculteurs trouvent l'eau pour leur culture dans l'air, littéralement. La rosée de Dieu. Les Hébreux anciens se servaient de pierres pour collecter chaque jour la rosée du matin. Aujourd'hui, une entreprise israélienne fait la même chose à l'aide de grilles de plastique. Ces grilles ont été développées par Thalia Technologies, nom qui signifie la rosée de Dieu en hébreu. Chaque matin, ces grilles canalisent la rosée directement vers les racines des plantes. Elles empêchent également la pousse des mauvaises herbes entre les plantes, tout en réduisant la consommation d'eau de près de 50%. Les agriculteurs israéliens ont toujours fait bon usage de leur eau. Bien vite, cependant, ils comprirent que s'ils désiraient survivre, ils devaient aussi commencer à la réutiliser. Le recyclage de l'eau. Aujourd'hui, Israël recycle 80% de ses eaux usées. Son compétiteur le plus proche est l'Espagne, qui en recycle 10%. Nous recyclons donc au moins 8 fois plus d'eau que n'importe quel autre pays de la planète. Les Israéliens ont développé un procédé permettant de purifier les eaux usées à l'aide des ultraviolets. Cette eau traitée est ensuite utilisée pour irriguer les cultures. Vous aimez que l'eau que vous utilisez pour vos légumes soit propre, et vous pouvez presque boire celle-ci. Elle est traitée jusqu'à ce point. Aujourd'hui, 60% de l'eau utilisée pour irriguer les cultures en Israël est de l'eau traitée, non de l'eau naturelle. Je vous donne l'exemple de notre ferme, ici, dans le kibbutz. Nous cultivons le jojoba. Pour irriguer notre jojoba, nous utilisons exclusivement de l'eau des égouts qui a été traitée. Cela se fait partout en Israël. Israël manque peut-être d'eau douce,
Mais le désert du Negev est situé au-dessus d'un véritable océan souterrain, mais trop salé pour être bu ou même désalinisé. Les colons israéliens ont donc trouvé un nouveau moyen de l'utiliser. L'aquaculture. Vous ne pouvez pas vraiment combattre la nature, car la nature vous combattra. Avec l'expérience, nous avons appris qu'il est bien mieux de coopérer avec elle et utiliser de manière coordonnée ce que nous recevons d'elle. Yoav Dagan est l'un des Israéliens toujours plus nombreux qui ont délaissé l'océan pour aller pêcher dans le désert. Ils construisent des étangs qu'ils remplissent à l'aide de l'eau souterraine, tiède et salée. Idéal pour l'élevage de poissons d'eau de mer tels le tilapia, le bar et le barramundi. Nous travaillons ici sans produits chimiques ni rien de semblable, ce qui est très sain et écologique, tout en étant excellent pour nous, pour notre poche, puisque cela nous rapporte beaucoup. Et c'est ça l'important en fin de compte. Dans ce kibboutz du désert du Negev, même les déjections des poissons sont utilisées. Chaque semaine, l'eau de ces réservoirs est remplacée et pompée jusqu'à l'oliveraie voisine afin de l'irriguer. Les déjections des poissons présentes dans l'eau font de celle-ci un fertilisant naturel. Comme vous pouvez le voir de ce côté-ci, les oliviers poussent tout autour de la ferme, près des poissons, et se portent très bien. Nous n'utilisons aucun produit chimique, seulement les nutriments des poissons. Israël a exporté cette idée dans d'autres pays qui connaissent des difficultés en termes d'eau et de culture. Nous allons dans des villages africains pour enseigner comment construire des élevages de poissons. Autour du lac Victoria, par exemple, la perche du Nil était en voie d'extinction. Les Israéliens sont allés enseigner aux cultivateurs comment les élever dans des étangs afin que l'on puisse continuer à manger de la perche du Nil. Avec les années, les Israéliens ont aussi trouvé de nouveaux moyens d'utiliser moins d'eau. Et comme toujours, ils ont commencé dans le désert. La micro-irrigation. Dans le désert de la Arava, il ne tombe parfois que 20 mm d'eau de pluie par an. Le climat y est très aride. Pourtant, grâce à la micro-irrigation, il est devenu la réserve maraîchère d'Israël. 65% des légumes exportés d'Israël, principalement vers l'Europe, viennent de la Arava. Aujourd'hui, même les régions les plus arides du désert sont fertiles grâce à un procédé appelé micro-irrigation. Cette idée est plus ancienne que l'État d'Israël lui-même. Lorsque les premiers colons sont arrivés, c'étaient des jeunes qui venaient des villes et qui voulaient devenir agriculteurs. Ils sont venus dans le kibboutz Hatzerim et ils firent face à de nombreux défis. Terre aride, haute salinité, manque d'eau. Il y a même eu une époque où ils ont pensé s'établir ailleurs. Ils ont pensé abandonner cet endroit. Mais ensuite, Ben Gourion est venu. C'était un leader avec une réelle vision et il a dit « Les amis, si vous voulez vous déplacer, d'accord. Mais alors, plus loin vers le sud. Ne retournez pas vers le nord d'où vous venez. » Nous sommes restés et nous avons fait quelques expériences. Mais c'était toujours difficile. Ensuite, nous avons rencontré l'homme qui a inventé la micro-irrigation. Cet homme était un ingénieur appelé Simcha Blas. Il eut l'idée de la micro-irrigation après avoir vu un arbre plus grand que les autres qui l'entourait. Après avoir mis au jour ses racines, il découvrit qu'elles étaient irriguées par une fuite dans un conduit souterrain. Cela lui a donné une idée, mais il lui a fallu quelques années, en fait, jusqu'à l'utilisation du plastique, pour qu'il puisse vraiment s'y mettre et l'expérimenter à l'aide de diffuseurs, laissant passer l'eau sous forme de gouttelettes. La micro-irrigation, c'est simplement cela. Blas rencontra les agriculteurs du kibboutz Hatzerim. Ensemble, ils créèrent une entreprise qu'ils appelèrent Netafim, ce qui signifie « goutte d'eau » en hébreu. Très vite, ils augmentèrent leur récolte de 50%, tout en utilisant 40% moins d'eau. La micro-irrigation permet d'économiser beaucoup d'eau. Vous produisez plus, vous récoltez plus, tout en préservant l'environnement. Depuis près d'un siècle, l'entreprise est fidèle à son slogan « Faites pousser plus avec moins ». Et non seulement en Israël, mais encore dans 110 pays du monde entier, depuis les champs de canne à sucre aux Philippines jusqu'aux plantations de thé de Tanzanie.
L'Inde est notre meilleur exemple, voyez-vous. Les résultats, si l'on regarde l'augmentation des récoltes, furent surprenants. 50% des agriculteurs augmentèrent leurs récoltes de 25 à 50%. Un autre 25% des agriculteurs les augmentèrent de près de 75%. Netafim a même conçu un système ne fonctionnant que par la seule force de la gravité. Pour des pays comme le Pérou, où les agriculteurs des régions éloignées dans les montagnes n'ont pas d'électricité. Ça ne fait aucune différence pour la plante. Une plante ne sait pas que vous ne possédez pas un système informatique de 20 000 $ derrière vos diffuseurs. Et ça fonctionne superbement. Tout le monde parle de la rareté de l'eau. 70% de l'eau disponible dans le monde est utilisée pour l'agriculture. Si nous économisions seulement 15% de cette eau, nous pourrions plus que doubler l'eau disponible pour une utilisation potable et sanitaire. En hébreu, nous avons une expression, Tikkun Olam, ce qui signifie rendre le monde meilleur. Et c'est bien ce que fait la micro-irrigation. C'est mon objectif et mon défi personnel.